Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. L'actualité ce soir, nous allons revenir sur la sortie certainement inédite de l'APS, l'agence presse service de l'Algérie. Donc c'est une agence d'information qui est censée donc récupérer, travailler aussi sur le terrain, récupérer des informations liées à l'Algérie, bien évidemment, sur tous les secteurs, liés aussi parfois à l'international, puisqu'il y a des agences de presse qui interviennent aussi à l'international, afin que d'autres médias, d'autres presses, des analyses, des observateurs puissent puiser à l'intérieur de cette APS, notamment pour débattre et puis donner aussi au sein de leurs médias, par exemple, les informations. En tout cas, nous, on y revient. Le titre de l'émission, c'est entre guillemets, vous allez le voir, à bon entendeur, salut. Ça relève peut-être d'un SMS. C'est vrai qu'en le lisant hier, lorsqu'il est sorti au sein de la rédaction, on avait tendance à avoir un petit rectus. Alors, est-ce que c'est risible? On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, notamment cette fin. Mais le plus important, effectivement, voilà, le communiqué va s'afficher à l'écran. Messieurs du Merzen, tournez votre regard vers votre palais et votre roi. Voilà ce que dit l'APS. Toute honte bue, la machine de propagande du Merzen se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes. On en parle dans quelques instants. Cela a commencé par leur caniche marzino-sioniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises, dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre, des termes qui en disent long sur la façon de communiquer du pouvoir algérien au Merzen est avérée depuis longtemps. Messieurs du Merzen, un conseil d'amis qui vous veut du bien, tournez votre regard plutôt vers le palais royal au lieu d'El Mouradia. Les élections auront lieu, dit le communiqué de l'APS, en temps tel que prévu par la Constitution, et ce, par respect pour la Constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. On en parlait il y a quelques jours au sein de nos rédactions. Est-ce que le peuple en Algérie est-il souverain quand on voit notamment comment se déroulent les élections? Alors des élections qui posent aussi question, comme on a parlé dernièrement RFI qui est ciblé ici notamment. On peut peut-être aussi derrière cette injure de caniche peut-être évoquer le nom du journaliste, directeur d'Algérie Part, Abdou Smar par exemple, qui sera normalement invité dans El Umq tout à l'heure aux côtés de mon ami confrère Jamel Taleb. Donc on va essayer de comprendre voilà, une manière de communiquer, certainement qui en dit long sur la politique intérieure, mais est-ce qu'en termes de diplomatie, c'est vraiment la manière de faire les choses quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des défis géostratégiques, des défis économiques auxquels les pouvoirs doivent faire face. Allez, sans plus tarder, nos invités ce soir, le plaisir de l'avoir. C'est important qu'il soit là, analyste politique, homme politique aussi de longue date, pendant longtemps en Algérie, mais aussi, journaliste, beaucoup de ses activités en tant que journaliste en Algérie. Il va nous parler en quelques mots aussi de cette APS. Il est à l'écran. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Je rappelle, vous avez été cadre du MDA de 82 à 88. Merci de le préciser, merci de le dire de nouveau. Merci pour votre invitation. Je vous salue les téléspectateurs et vos invités. Merci infiniment. Je ne connais pas et je ne vois pas. Merci. Il est en Algérie, il sera au téléphone. Il est avec nous au téléphone. Journaliste aussi, homme de terrain depuis plusieurs années. Karim Kébir, bonsoir cher Karim Kébir, bienvenue. Bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Merci infiniment. Donc ce soir, nous revenons sur cette actualité. On écoutera dans quelques instants le sonore d'RFI. RFI qui est ciblé en parlant de radio, notamment française, Radio France Internationale, donc qui revient avec ce titre. L'Algérie se dirige-t-elle vers un report d'élection? Mais RFI, vous allez l'écouter dans quelques instants. On va donner la parole à Brahim Younsi dès maintenant. Mais voilà, qui dit clairement, à moins de 10 mois de la présidentielle algérienne, le climat politique reste incertain et les médias algériens n'évoquent pas le sujet. Et oui, des élections qui suscitent aussi interrogation en Algérie. Est-ce que réellement elles auront lieu? Puisqu'aujourd'hui, c'est bouche cousue, personne n'en parle. Brahim Younsi, rebonsoir, merci d'être avec nous.
C'est inédit. Vous avez lu, alors je ne sais même pas si on peut appeler ça, et je l'assume totalement, on peut appeler ça un communiqué, voilà, une dépêche peut-être, certains parlent d'une bassesse inédite, des injures, un dérapage inédit. Certains, notamment sur les réseaux sociaux, parlent de honte, d'inélégance, d'indécence. Comment, en lisant ces quelques lignes qu'on va revoir à l'antenne dans quelques instants, comment vous réagissez? En tout cas, c'est pas, je ne crois pas que ça soit un communiqué. La PS n'a pas vocation à faire des communiqués. C'est une agence officielle de l'État, du gouvernement. Elle parle au nom du gouvernement. Cela est clair. Vous avez dit que j'ai été journaliste, je ne le suis plus parce que je suis à la retraite. Comme journaliste dans les années 70, nous ne donnions pas une information qui venait de l'AFP, de Reuters, de QI, de Prince Latina, de TAS, etc., sans la confirmation de l'APS. C'est dire que l'APS est l'organe officiel de l'État algérien. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas changé. Ce qui semble, vous parliez de communiquer, il me semble que ce mot, passez-moi l'expression, s'apparente davantage, malgré le peu de mots, j'ai compté les mots, si je ne me suis pas trompé, il y en a 106. Donc 106 mots. Et ces 106 mots s'apparentent à un éditorial. Il engage à la fois, bien entendu, l'agence officielle de presse et il engage le gouvernement et l'État. Et les propos tenus, bien entendu, on peut les qualifier de tous les noms, mais la traiter un chef d'État étranger, traiter le président de la République française de caniche et de marzino-sioniste est extrêmement grave d'une certaine manière. C'est intéressant, Brahim Younsi, ce que vous dites. Certains aujourd'hui, je le dis, réagira tout à l'heure, certains derrière cette injure de caniche marzino-sioniste, certains parlent notamment, entre autres, du journaliste Abdou Semar. Vous parlez carrément de la diplomatie algérienne, vous parlez de la présidence française, la diplomatie française, de la présidence française derrière ce terme. Je ne l'ai pas lu, je ne crois pas que ça vise... pardonnez-moi, je ne diminue pas la personne que vous avez nommée, je ne la diminue pas, mais cela, il s'agit du chef de l'État français. Il vise le chef de l'État français, à mon sens, c'est comme ça que je le lis. Je ne crois pas qu'un tel communiqué vise une personne particulière, j'allais dire lambda, quoique journaliste, mais une personne lambda, ça n'a pas de sens que la PS vise un Algérien par ailleurs, sans le nommer. Restez mais avec... bon, ce mot de caniche a déjà été employé par l'ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, à l'égard de Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la présidence de la République française. Il parlait de lui comme le futur caniche du président Bush. C'est dire que ce mot rappelle cette insulte, cette invective de Laurent Fabius à l'égard de Laurent Fabius. Donc, vous voyez que je ne crois pas que ça vise, un individu, un journaliste en particulier. C'est pas le niveau. C'est pas le niveau. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un instant. Avec nous, donc journaliste en Algérie, longtemps en liberté. Karim Kébir, rebonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une sortie, donc on le disait, vous allez en dire deux mots pour vous. Comment vous la qualifiez? C'est vrai que c'est quelques dizaines de mots. Alors des fois, on a tendance à parler de communiquer, parfois déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, une APS qui vante aussi
les mérites du pouvoir du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui est limite pour certains une APS qui est déjà entrée en campagne depuis plusieurs semaines. Voilà, alors une sortie inédite, vous allez nous dire quelques mots, mais est-ce que d'un point de vue information, presse, écriture, est-ce que ce genre de document, quelle image donne le pouvoir algérien avec cette APS qui descend de plus en plus bas son niveau, donne le pouvoir algérien notamment au sein de la scène médiatique internationale et qui est repris par tous les réseaux sociaux? D'abord, dans la forme, le texte n'obéit à aucune règle journalistique. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'éléments identifiés, il n'y a pas de source identifiée, c'est-à-dire qui peut étayer ce qu'ils avancent. Donc c'est à la limite un post de Facebook, c'est-à-dire de quelqu'un, un inconnu comme ça, et qui balance un truc semblable. Mais je ne connais pas, en tout cas j'ai pas mémoire, avoir lu dans une agence un texte pareil. Parce que l'agence est censée donner des faits, de l'information sourcée, fiable. Et à la limite, on fait des portraits, on fait parfois des analyses, mais des analyses avec des acteurs identifiés qui expliquent le fait, sans plus. Mais voir des textes de cette nature, moi personnellement, j'ai 25 ans dans le métier, je n'ai jamais vu pareil. Dépêche, si on peut appeler ça une dépêche, ce n'est même pas une dépêche parce qu'elle ne répond pas, comme je l'ai dit au début, aux règles élémentaires du journalisme. Maintenant, ce n'est pas la première fois, à vrai dire, que l'APS pond des textes de cette nature. Rappelez-vous, en 2020, quand elle s'est attaquée au commissariat des Nations Unies des droits de l'homme. À France 24 aussi. À France 24 au mois de juillet dernier, et s'est attaqué à la Banque mondiale, alors que la Banque mondiale traite avec les autorités, c'est-à-dire même le rapport qu'ils avaient établi, ils ne l'ont pas inventé, mais fait sur la base de données fournies aussi par les autorités algériennes. Mais c'est cela traduit, si on revient à ce texte qu'ils ont pondu hier, cela révèle un peu l'indigence dans la manière de communiquer des autorités, parce qu'il ne faut pas qu'on soit naïf, ce n'est pas le fait d'un journaliste au sein de la PS qui a décidé comme ça de faire un texte pareil. Donc, comment on pourrait comprendre, vous qui êtes sur le terrain, et puis Brahim Younsi pourra, avec aussi son expérience, nous en dire peut-être quelques mots, comment on peut expliquer aux téléspectateurs et téléspectatrices qu'une agence de presse officielle puisse pondre un tel document, pour ne pas employer d'autres qualificatifs? Qui c'est qui décide? C'est M. Sidi Saïd qui dirige la communication au Palais El Mouradia, par exemple? Quels sont les mécanismes pour laisser un tel document passer? Parce qu'on sait à la fois quand il y a des choses qui passent très mal, parfois sur une simple télévision, limite dans les minutes qui suivent, la télévision elle est censurée et fermée, alors que là ça passe comme une lettre à la poste. De tout temps, de toute la façon, de tout temps, l'APS a obéi aux puissants du moment. Donc elle ne fait pas exception à la règle cette fois-ci. Donc le texte, il a été soit inspiré, soit commandé, soit complètement rédigé par quelques responsables dans les institutions. Mais le drame, c'est la manière de concevoir cette forme de communication. On répond à qui, en définitive, quand vous lisez le texte? Vous répondez à qui? Quand vous parlez de Kanish, vous vous adressez à qui? À qui cette personne? Pourquoi vous ne l'identifiez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de cette personne? Et en même temps... Bien, je vous pose la question, Karim Kebbil, c'est vrai, pourquoi, selon vous, effectivement, c'est intéressant cette remarque. Pourquoi, d'abord, pour vous, de qui parle-t-on? Vous pourriez aussi peut-être me donner votre analyse. Brahim Younsi nous parle directement
clairement que la présidence algérienne, décidément que la présidence française est ciblée. Selon vous, alors je ne sais pas si vous avez une réponse peut-être en tête, de qui parle-t-on et pourquoi le pouvoir algérien n'arrive pas à un moment donné à assumer, à faire un papier, un communiqué officiel, de part par exemple du ministère des Affaires étrangères en donnant les choses. Pourquoi ce pouvoir n'assume pas à chaque fois qu'il y a des problèmes, qu'il y a des feux, qu'il y a des problèmes en termes de diplomatie? Pourquoi il n'arrive pas à assumer? Justement, c'est ça le problème. Je disais tout à l'heure, il y a un problème fondamental, c'est celui de la communication. Parce que la communication, quand même, c'est un art, il faut le maîtriser. Zinedine Zidane a réussi à éjecter le président de la Fédération française de football de la tête de la structure sans jamais parler ou dire un mot à ce jour. Est-ce que vous avez une trace d'une sortie de Zidane par rapport à ce qui a été dit à son propos par l'ex-président? Et pourtant, il y avait tout un emballement médiatique, tout un truc qui a fini par faire chuter le président de la Fédération française. Parce que Zidane, derrière lui, il y a tout un staff qui maîtrise l'art de la communication. C'est-à-dire, d'abord, quand on décide de communiquer, d'abord, il faut le timing, il faut savoir son adversaire, pourquoi et à qui on s'adresse, est-ce que c'est le moment ou non, et pourquoi répondre. Donc, cette manière de communiquer, je pense qu'elle traduit, comme je l'ai dit, un manque flagrant dans la maîtrise de la communication. Et la deuxième des choses aussi, ça révèle une forme de fragilité. Moi, je me demande pourquoi on va répondre à des gens qui écrivent ailleurs ou qui disent quelque chose, qui expriment un point de vue. Ils sont libres de le dire. Et puis, après tout, si réellement il y avait un débat ici et ils ont laissé les gens travailler librement, il y a des gens il y a des débats qui sont organisés, je ne vois pas pourquoi on va focaliser sur quelqu'un qui a exprimé un point de vue, lui il a donné une information et subitement ça va s'emballer comme ça parce qu'il a dit qu'éventuellement il y a un report des élections. Je ne vois pas pourquoi qu'est-ce qui les fait frémir à ce point. Ça traduit justement ce manque de conviction, ça traduit une forme de cafouillage, une forme de manque de confiance. Et je ne pense pas que ça honore d'abord les auteurs de ceux qui ont écrit ce texte, parce que, comme je l'ai dit, il ne répond à aucune norme journalistique, et puis ça n'honore pas ni l'agence, qui a été pensée, il faut bien toujours le rappeler, qu'il a été pensé par ses fondateurs comme un porte-flambeau d'un pays qui avait mené l'une des plus belles révolutions de l'histoire. Et puis la deuxième des choses, il ne fait pas honneur à notre pays quand même, soyons sérieux. Une agence d'un pays comme l'Algérie qui est réduit à prendre ce genre de texte, franchement, c'est comment dire, c'est triste, c'est triste pour nous. Parce que il y a quand même, nous avons des compétences tout de même, nous avons des gens qui sont capables quand même de mieux apprécier ou de mieux je reviens à vous. Comment répondre sur certaines choses. Je reviens à vous, Karim Kébir. Effectivement, ça en dit long sur le système, le fonctionnement, aussi la possibilité des journalistes, des personnes compétentes de travailler. On va donner la parole à Brahim Younsi dans un instant et on va saluer Idir Ounouron qui m'envoie un message que tout de même je vais vous lire le tract de l'APS car c'est comme ça qu'il faut le nommer, est tout sauf banal et ordinaire. Il est d'une vulgarité sans nom, indigne d'une institution de communication de l'État. Cet acte donc qui relève de la déliquescence de l'État sous toutes ses formes, le fait que l'on communique de cette façon outrancière, nous dit Idir Ounouron, et vulgaire, indique par ailleurs que nous sommes gouvernés par des voyous qui ne savent respecter les règles élémentaires, les usages et les codes de communication qui prouvent indubitablement que nous avons atteint le fond. Fin de citation. Merci Idir Ounouron pour ce message. Brahim Younsi, vous allez pouvoir réagir, nous apporter des éléments. Effectivement, ce que
Je posais à l'instant pour qu'on comprenne un peu voilà, comment on peut en arriver à comment le pouvoir algérien, parce que ça relève du système, ça relève de cette politique intérieure, ça relève peut-être de ces clans ou de quelqu'un qui décide de laisser passer un tel document. Et puis derrière ça, pourquoi effectivement, à un moment donné, en Algérie, avec ce grand pays, il n'y ait pas une diplomatie des personnes qui vont assumer, qui vont répondre officiellement par un communiqué à peut-être RFI, peut-être la présidence, peut-être un journaliste, etc. Vraiment avoir quelque chose de clair, de professionnel, de mature, de rationnel. Je ne crois pas que cela s'adresse à un journaliste quelconque. Ça peut s'adresser à Radio France Internationale. Pourquoi la traiter de caniche margino-sioniste? Je crois que ça vise une personnalité de haut niveau. Je pense, quant à moi, qu'elle vise le président de la République française. Cela me paraît évident. Cela me paraît évident de ne l'avoir pas nommé. Bien entendu, ça ne peut viser qu'une personnalité de très haut rang. Et il est vrai en plus que pour moi c'est un éditorial pas bien écrit, etc. Mais c'est un éditorial. Il défend un point de vue, il défend une position politique. Il défend une Oui, idée. mais à la fois, je vous laisse continuer, mais à la fois, c'est la question que je vous posais. On ne sait pas réellement de qui on parle. Alors, c'est bien qu'on ait vos expériences et vos analyses, mais pour être un peu direct dans ma question, pourquoi est-ce que le pouvoir algérien, on pourrait citer maintes exemples, et vous êtes mieux qualifié que moi pour le savoir, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir, cette diplomatie, cette présidence, ce régime algérien n'arrive pas à un moment donné à dire les choses, à assumer clairement et faire des communiqués, quitte à remettre en cause sa diplomatie Vous savez, tant qu'il en existe une. Je pense véritablement que cela vise le président de la République française, parce que tout simplement, Paris a déclaré s'engager au développement du Sahara occidental auprès d'autres pays et auprès du Maroc. Pourquoi il ne le nomme pas, selon vous? Pourquoi il ne le nomme pas? Le ministre des Affaires étrangères français était il y a 48 heures au Maroc, à Rabat. Oui, oui. C'est dire que c'est un nez en plein milieu du visage. D'autre part, le langage est délibérément peu diplomatique. Il n'y a pas de langage diplomatique dans ce mot, dans cet éditorial, dans ce petit éditorial d'une centaine de mots, d'un peu plus d'une centaine de mots. La question qui se pose fondamentalement, est-ce que, parce que nous l'avons dit, la PS est une agence d'État, elle est sous l'autorité de l'État, elle répercute la position de l'État, on le veut ou non, du gouvernement, en tout cas du pouvoir établi à Alger, de toutes les manières. Pourquoi est-ce que le pouvoir établi à Alger a lâché la bride à la PS pour publier un tel texte? C'est dire qu'il y a au plus haut niveau du pouvoir, c'est comme ça que je l'interprète, des dérapages, et plus que des dérapages. Mais c'est tout de même un pouvoir, je réitère un peu ma question, c'est tout de même un pouvoir qui a du mal à s'assumer, ça navigue à vue, encore une fois, en termes de diplomatie, on ne veut pas dire les choses. Le pouvoir algérien n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui s'est dit, elle peut clairement citer les gens et annoncer un message à la diplomatie française, par exemple, à suivre votre analyse. Pourquoi elle ne le fait pas, selon vous? Non, parce qu'il y a d'autres sources de pouvoir. Je crois qu'il n'y a pas qu'une seule source de pouvoir aujourd'hui. Il y a d'autres sources de pouvoir. Il y a une dispute. Ça peut-être, ça négocie au plus haut niveau, parce que nous sommes à l'approche d'une pseudo-élection présidentielle, un renouvellement du personnel politique de haut niveau. Nous sommes à une phase critique des institutions algériennes, des remplacements du personnel politique, etc. C'est dire que la température
est en train de grimper de façon dangereuse, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous savons que, et je l'ai dit tout à l'heure, une agence de presse comme l'APS ne peut pas euh, se, 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 se pourvoyer d'une certaine manière en politique étrangère Merci. sur le plan de la diplomatie, On y revient parce que justement. c'est extrêmement grave, de la diplomatie de l'Algérie. On y revient justement, ça sera un des volets ce soir. Tout de même, vous allez écouter ici donc Radio France Internationale qui, donc le 19 février dernier, réagissait notamment sur cette élection. L'Algérie se dirige-t-elle vers un report de l'élection présidentielle? Alors c'est une question qui se pose. Je vous le disais tout à l'heure, RFI qui entame son papier en disant voilà, on est à 10 mois dans un pays continent qu'est l'Algérie. Pour l'instant, les Algériens ne sont au courant de rien, aucun média n'en parle, aucun parti politique, aucun candidat, il n'y a pas d'effervescence en tant que telle. Et puis RFI notamment qui revient sur Abdelkader Ben Grina, qui est le patron d'Elbina, donc qui avait aussi soumis un peu l'hypothèse que cette élection n'aurait pas lieu. Et puis on a aussi Louisa Hanoun qui disait clairement les conditions, donc en parlant de la région instable, notamment au niveau du Sahel, les conditions ne semblent pas réunies pour organiser le scrutin. On écoute nos confrères de Radio France Internationale. Le climat politique reste incertain et les médias algériens n'évoquent pas le sujet. Pas de date précise pour le scrutin et le pouvoir algérien entretient le flou sur ces élections. Il n'y a ni débat ni déclaration. C'est comme si le sujet relevait du tabou dénoncé il y a quelques semaines Zubaida Assoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès. Récemment, ce sont les déclarations de Abdelkader Ben Grina, président du mouvement pour la reconstruction allié du pouvoir, qui ont jeté un pavé dans la mare, créant ainsi la polémique. Comme pour tâter le terrain, il a laissé entendre que l'hypothèse d'un report des élections était sur la table. Autre ballon d'essai pour préparer l'opinion publique à un éventuel report annoncé par Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs. Elle affirme qu'au vu de la situation régionale instable, et je cite, « les conditions ne semblent pas réunies pour organiser le scrutin ». Voilà pour nos confrères d'RFI et puis Le Monde qui revient notamment sur ce que vous disiez d'ailleurs. Vous reveniez sur la présence de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères au Maroc. Paris réitère son soutien clair et constant au plan de l'autonomie notamment marocain du Sahara occidental. Voilà ce qu'a dit donc le patron de la diplomatie française. Je le redis avec plus de force, il est aujourd'hui temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. La position de la France est claire et constante. Comme le Maroc, la France veut une solution politique juste et durable. Donc il y a un soutien totalement assumé. Karim Kébir, avec cette sortie et cette réponse, est-ce que selon vous, c'est indirectement une réponse à Paris, à la diplomatie parisienne? Première question, elle est liée. Je vous laisse réagir aussi là-dessus sur la diplomatie. C'est un pays, l'Algérie, qui aujourd'hui, on le sait, le Maroc, mais il y a la France, le Mali, l'Espagne, les Émirats arabes unis, le Congo. On a vu donc que la visite de Saïd Chengreha, chef d'état-major, n'a pas plu donc au pouvoir congolais puisqu'il le chef d'état-major s'est rendu au Rwanda. Est-ce que l'Algérie ne s'isole pas encore de plus en plus avec notamment ce genre de communication? Juste, j'ajoute une chose. Je vous en prie. Il n'est pas exclu aussi que cette manière de communiquer est aussi à destination interne, parce que dans l'opacité qui caractérise le régime depuis longtemps, il se peut que c'est une façon de dire, peut-être parce que vous avez évoqué Grina et tout ça, et tout le monde sait que ce genre de dons politiques ne font que relayer des points de vue qu'on leur a dictés. Donc, possible que la réponse aussi s'adresse d'une certaine façon, enveloppée dans des attaques du Makhzen, parce que c'est plus commode quand même d'attaquer une entité étrangère, pour donner, si vous voulez, un message interne à un autre clan. Voilà.
Maintenant, pour l'isolement de l'Algérie, je pense que le problème il a été évoqué déjà par des spécialistes il y a quand même un moment, depuis pratiquement le début de la normalisation de beaucoup de pays avec leur entité sioniste. On l'a vu avec les développements sur la scène régionale, les problèmes avec l'Espagne, les problèmes avec le Maroc, avec le Mali, le Niger. Euh, on l'a dit, de toutes les façons, aujourd'hui, euh, même si les menaces sont réelles, mais elle impose en tout cas à l'Algérie de revoir ses paradigmes, les paradigmes de sa politique étrangère. On n'est plus dans les années 70 où on peut se suffire de discours, mais c'est beaucoup plus d'être pragmatique, de connaître où se trouvent les intérêts. Et ça, de mon point de vue, ce changement de paradigme ne peut pas avoir lieu sans changer toute la philosophie et le fonctionnement du système. C'est-à-dire qu'il faut qu'une nouvelle génération, celle qui est imprégnée de la nouvelle vision, qui ont une autre façon de concevoir, de voir les enjeux géostratégiques, qui doit elle-même prendre c'est-à-dire les rênes du pouvoir. Mais la conception des années 60-70, je pense qu'elle est aujourd'hui complètement dépassée. Restez avec nous, Karim Kebir. Brahim Younsi, je reviens à vous. Vous l'évoquiez avant d'écouter le sonore des RFI, la diplomatie. J'ai cité quelques pays dont nous avons la connaissance, où la diplomatie algérienne a du mal à s'imposer, à se mobiliser, à créer réellement du partenariat, puisque qui dit diplomatie, c'est aussi une manière de communiquer pour développer son pays, donc dans l'intérêt du peuple algérien. Faut-il encore qu'il soit donc considéré comment l'Algérie demain, avec ce genre, encore une fois, d'abord il y a la visite de Saïd Chengriha, chef d'état-major, qui pose question pour le Congo, une visite au Rwanda qui n'a pas plu du tout. Et puis là, voilà, encore une fois, on a un communiqué qui suscite beaucoup de questions et qui peut encore créer énormément de tensions avec la France, entre autres. Ça sent pas bon, encore une fois, pour la diplomatie algérienne, pour les intérêts du pays, pour les intérêts du peuple. Oui, oui, malheureusement. La théorie des miasmes s'impose de nouveau, si j'ose dire. Je n'avais pas écouté auparavant le RFI. Je viens de prendre connaissance de ce qui a été dit par RFI. Cela me conforte pardonnez-moi de le dire, c'est peut-être un peu modeste, mais ça me conforte de l'analyse que j'ai faite, que c'est en tout cas la France et la présidence de la République française qui est visée par cet éditorial. En tout cas, moi je le qualifie comme un éditorial, il s'apparente à un éditorial à mes yeux. Cet éditorial, en tout cas, révèle une chose à l'opinion publique, parce que les opinions publiques, aussi bien françaises, marocaines, algériennes, etc., interviennent sur ce champ de conflit. Quotidiennement, la presse française, en effet, agit et j'allais presque dire, s'ingère dans ces affaires que nos États protègent jalousement. L'APS révèle en tout cas la profondeur de la crise entre l'Algérie et notamment la France. La crise avec le Maroc et le Khazal marocain, nous la connaissons, mais même s'il y a des querelles, appelons les choses comme cela, entre Paris et Alger, la crise algéro-française connaît une détérioration assez inquiétante, si j'ose dire, et atteint un niveau stupéfiant. Je crois que cela, dans le passé,
s'est déjà produit. Les relations algéro-françaises n'ont pas été toujours au beau fixe. Oui, sauf on a tendance à comprendre, gardez la parole, Brahim Mounsi, excusez-moi de vous interrompre, mais là, on a tendance, depuis l'arrivée au président d'Abdelmadjid Tebboune, on a tendance à comprendre, à voir, à constater que le pays n'a jamais été isolé, qu'il y a aussi voilà, comment avoir une bonne diplomatie à l'étranger, à l'international, quand avec son peuple, il y a tout de même un fossé qui est de plus en plus conséquent. Les 3 dernières urnes, du moins constitution communale et présidentielle, le démontrent. On a l'impression quand même que depuis 4 ans maintenant, c'est de plus en plus dramatique et que le pouvoir algérien, le régime est en train de toucher le fond, notamment à l'international, puisque là, la question, elle relève de la diplomatie. Absolument, absolument. Nous l'avons dit sur vos plateaux à maintes reprises. C'est que le pouvoir établi à Alger, cela est vrai, n'a pas de politique étrangère, n'a pas de doctrine de politique étrangère. Nous ne savons pas vers où il vogue. Mais ce que je voulais dire, c'est que, notamment avec le partenaire ou le voisin français, etc., nous entrons dans le temps des incertitudes. Parce qu'il y a quand même un pas en avant et 3 pas en arrière. Cela est aussi inquiétant pour la diplomatie algérienne. Vous avez parlé de souveraineté. On ne sait pas qui est le souverain dans ce pays. En principe, c'est le peuple. La relation qu'il y a entre le pouvoir et le peuple, on constate quand même que le peuple, on ne peut pas dire que le peuple est souverain. Enfin, une question que je vous pose. Hein. Il ne l'a jamais été. Le peuple n'a jamais été le souverain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, est-ce que c'est le pouvoir exécutif qui est le souverain ou le pouvoir militaire qui appartiendrait évidemment à l'exécutif d'une certaine manière. Mais il y a à l'évidence une bicéphalité et de plus en plus le pouvoir militaire s'occupe des questions de politique étrangère et de diplomatie. Et cela est fâcheux. Déjà intervenir sur le champ de politique sur le plan intérieur est déjà une anomalie démocratique. Mais en plus, il intervient sur le champ de la diplomatie, même si, évidemment, la question militaire, je dis la question, je ne dis pas l'armée, je ne dis pas le pouvoir militaire, mais la question militaire est une question qui relève aussi de la politique étrangère, de la diplomatie, etc. Mais cette diplomatie militaire, si j'ose dire, ou cette question militaire doit être prise en charge par le ministre de la Défense, qui doit être traditionnellement dans les sociétés démocratiques, dans les États démocratiques, un civil, ou même un militaire civilianisé. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que la politique étrangère de l'Algérie est menée, est élaborée à Ottagara, et qu'elle n'est pas élaborée ni au ministère des Affaires étrangères, ni à l'Assemblée nationale, ni au Conseil de la Nation, encore moins à Al-Mouradia. Merci Brahim. Je reviens à vous dans un instant. Karim Kebir, peut-être effectivement un mot sur ces 4 années, plus de 4 ans maintenant au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, qui avait quand même promis des choses, qui avait annoncé. Il y a eu ce balai des limousines dans cette crise géostratégique à l'international où l'Algérie a été à un moment donné très sollicitée, puisqu'on sait que l'Algérie a la chance naturellement de posséder l'hydrocarbure. Donc il y a eu tout ce mouvement. En l'occurrence, depuis plus de 4 ans maintenant, depuis l'arrivée du président algérien, on se rend compte que cette diplomatie, elle se creuse de plus en plus. On a un pouvoir qui s'isole aussi à l'international,
mais qui s'isole de plus en plus à l'intérieur du pays, notamment au niveau du peuple. Peut-on faire un parallèle entre cette mauvaise politique étrangère, en tout cas, c'est les faits qui le disent, avec aussi cette défaillance de politique intérieure où le peuple aujourd'hui, le quotidien est de plus en plus difficile? Vous savez, dans tous les pays du monde, la politique étrangère, c'est le reflet aussi de la politique intérieure. Donc vous n'êtes fort à l'extérieur que si, au niveau interne aussi, vous êtes fort. Vous avez la confiance populaire, vous avez une forme de légitimité dans l'autorité. C'est ce qui donne du crédit quand vous vous présentez aux étrangers. Or, le monde entier aujourd'hui le sait. Ils ont bien vu ce qu'a vécu l'Algérie ces dernières années avec le mouvement populaire, et qui a fini par être réprimé et tout ça. Donc aujourd'hui, il y a une crise de confiance, une crise de légitimité, mais qui n'échappe pas aux étrangers. Après, il y a des considérations d'intérêt, effectivement, par exemple le gaz, par exemple l'immigration, par exemple sur les questions économiques. Mais en même temps, vous avez les étrangers, quand ils traitent avec vous, ils traitent sur le long terme, particulièrement sur la visibilité, sur la transparence, sur la stabilité. C'est ce genre de facteurs qui déterminent en général les rapports de coopération entre les États, que ce soit en matière d'investissement. Mais aujourd'hui, force est d'admettre que pour les étrangers, nous avons en peine à être visibles. C'est-à-dire, les étrangers ont du mal à décrypter vers où va notre pays, comment il évolue, quelle est comment se présentent les rapports de force, comment le peuple algérien traite avec ses dirigeants. Ce genre de questions, vous savez, dans l'opacité, il est très très difficile pour certains États de traiter avec vous. C'est ce qui explique un peu le fait qu'aujourd'hui, un pays comme le Mali, qui est l'arrière-cour de l'Algérie depuis de longues années, se permet de critiquer les dirigeants parce que, d'une certaine façon, ils sont conscients un peu du déficit de légitimité et du problème de confiance qu'il y a entre les citoyens et les autorités. Même si par ailleurs, en cas de menace étrangère, je suis sûr que le peuple algérien va se soulever comme un seul homme. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais dans les questions de coopération économique ou dans les échanges, je crois que tous les États misent souvent sur la stabilité, et encore faut-il qu'il y ait de la visibilité pour eux. Or, aujourd'hui, malheureusement, constater que l'Algérie n'a pas de visibilité. C'est que personne ne sait, ni ici ni ailleurs, comment l'Algérie est en train d'évoluer. Il y a une espèce d'immobilisme qui ne dit pas son nom, une forme de statu quo qui s'éternise. Donc les gens, bien entendu, vous savez, dans les chamboulements géostratégiques, les pays se placent, les pays cherchent leurs intérêts, et c'est ce qui explique d'une certaine façon aussi l'alignement maintenant de la France, parce que l'alignement de la France sur les positions marocaines, parce que, et d'ailleurs je l'ai dit par rapport à l'Espagne n'avait pas pris cette position s'ils n'avaient pas consulté l'Union européenne. Donc eux, ils ont une vision à long terme, sur 5 ans, sur un siècle. Or nous avons l'impression, malheureusement, pour nous, qu'on n'a pas encore défini, comme l'a dit récemment d'ailleurs dans une très bonne intervention l'ex-gouverneur Hadj Nafar, on a l'impression qu'on n'a pas de doctrine, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas un cap, c'est-à-dire fixé, qui permet aux gens de traiter avec nous comme un pays vraiment qui s'impose, au-delà de son gaz, au-delà de son ce statu quo, au-delà de sa position. Une dernière réaction avec vous, 1 minute
minutes si possible avant de terminer l'émission avec Brahim Younsi. Ce statu quo à l'international, il existe aussi à l'intérieur du pays. Un pouvoir algérien qui a tendance tout de même à revenir sur la brillance du président Tebboune, de la manière dont il a été élu. Un communiqué qui termine en disant voilà, que les élections auront bien lieu en tant que telles. La Constitution et notamment qui revient sur le peuple algérien, seul détenteur de cette souveraineté. Est-ce que le pouvoir algérien, en revenant souvent sur ces élections, avec un statu quo, un silence total au pays, n'a pas une crainte aussi de revoir le peuple sortir dans la rue en dénonçant le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune, par exemple? Karim Kébir? Oui. Oui. Pardon. Oui, c'était pour vous une minute, une dernière action. Est-ce que le pouvoir n'a pas, je ne refais pas le lancement, mais n'a pas crainte justement, avec ce statu quo, de retrouver le peuple en disant non au deuxième mandat de Tebboune, par exemple? Écoutez, le statu quo, le statu quo, il est aussi lié aux conséquences de la gestion du mouvement populaire. C'est que les problèmes à l'origine de ce mouvement, qui ont conduit à ce mouvement, n'ont pas été totalement, c'est-à-dire, en définitive, on n'a pratiquement pas répondu aux aspirations. Il y a une crise de confiance. Comment rétablir cette confiance? Je ne pense pas qu'un scrutin, quel qu'il soit, puisse rétablir du jour au lendemain cette confiance qui est franchement érodée. Mais d'ici l'élection, d'abord, il n'y a pas de vie politique, il est complètement éteint. Vous n'avez pas de débat, vous n'avez pas... je l'ai dit, il n'y a pas de visibilité. Nous ne savons absolument rien à quelques mois de cette élection. Donc, merci. Est-ce que le peuple va réagir? Je ne pense pas, mais c'est beaucoup plus lié beaucoup plus au volet social, aux conditions difficiles des Algériens. Merci. Et ça constitue souvent un terreau de colère. Merci Karim Kébir d'avoir été avec nous. Vous pouvez terminer bien évidemment l'émission avec nous. Brahim Younsi, je vous laisse réagir si vous avez quelques points à nous apporter, mais c'est vrai que le pouvoir algérien revient très souvent sur ces élections. On n'entend rien au pays, un pays de plus en plus apolitique. Est-ce qu'il y a aussi une crainte de revoir le pays, vu ces 4 années d'Abdelmadjid Tebboune qui ne sont pas spécialement très positives, loin de là? Pas du tout positive. Pourquoi la litote? C'est 4 ans négatifs. C'est comme ça. Bon. Ce qui est, pour revenir à votre sujet, notamment sur la question de la politique étrangère de l'Algérie, mais aussi celle de la France ou du Maroc, parce que l'opinion publique française intervient, mais n'intervient pas beaucoup sur l'Algérie, ou même sur le Maroc, ou même sur le conflit entre l'Algérie et le Maroc, mais néanmoins, elle intervient d'une autre manière. Mais les opinions publiques qui forgent aussi la politique étrangère et qui peuvent même forger le droit international, quand les populations sortent dans des manifestations, sortent dans les rues, interviennent, etc. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux l'intervention des opinions publiques, notamment marocaines et algériennes, qui s'invectivent très souvent, qui défendent les positions de leurs États respectifs ou de leur État respectif, les politiques ou la politique étrangère de leur État respectif. C'est dire que les opinions publiques aussi fabriquent de la politique étrangère, fabriquent du droit international. Toutes les interventions ou toutes les manifestations qui se font en faveur de l'un ou de l'autre, en faveur de telle ou telle question, peuvent influencer les puissances mondiales
et les puissances mondiales qui, elles, aujourd'hui, sont dans un conflit qui peut dégénérer en guerre, ne serait-ce que dans le monde occidental. Et on y va peut-être, mais les puissances veulent absolument prospérer et ou faire un transfert des risques. Et nous entrons, nous, dans ce transfert possible des risques dans notre zone géopolitique. C'est-à-dire que ce type de, ce type de sortie, comme celle de l'APS, peut nous mettre face à un risque, et un risque que nous ne pourrons pas maîtriser, malheureusement, parce que le pouvoir n'est pas un pouvoir démocratique en Algérie. La population est démobilisée sur le plan de la politique intérieure, hélas. Et oui, ça en dit long. Vous êtes bien placé pour savoir, notamment sur cette politique en Algérie. Merci Brahim Younsi, merci infiniment d'avoir été avec nous longtemps, homme de médias en Algérie, cadre du MDA 82-88, analyste politique. Merci infiniment pour votre fidélité. Karim Kebir, journaliste, merci de nous avoir apporté vos analyses et d'avoir éclairé les téléspectateurs et téléspectatrices. L'équipe en régie, sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Merci infiniment. Dans quelques instants, mon ami confrère Jamaldine Benchenouf pour l'édito, et juste derrière, c'est un autre ami, Jamaldine Taleb pour El Umq, qui notamment recevra a priori Abdou Somal, qui, voilà, selon les débats, est plutôt visé. Mais voilà, pour d'autres, comme Brahim Younsi, c'est plutôt la présidence française. Bonne soirée à tous. Demain soir, le plaisir de retrouver Nassar Djoudi.